Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver. Si je pouvais encore rajouter des traits, j'en rajouterais encore parce que voilà, c'est l'heure de roue libre, on y est. Enfin, la quotidienne commence avec ce premier épisode. Tous les jours, on va se retrouver pour le Tour de France. Voilà, débriefer tous ensemble avec Robin, avec Polo, de 11h à midi sur le stream, évidemment, avec le chat, avec tous ensemble. Et après, on balancera l'émission sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport, bien évidemment, pour tous ceux qui ont eu une dure nuit et voilà, ont besoin d'avoir l'émission pas se lever trop tôt. En replay, évidemment. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui la découvrent peut-être, à ma gauche, j'ai mon Polo. Comment ça va, mon Polo? Ça va, hyper excité d'être là. Petite appréhension, petit stress avec toute cette nouvelle technique à appréhender, mais ça va être cool, on va passer un super moment. C'est que la première des 21 émissions qu'on va faire ensemble. Donc, je sais pas quoi dire, je suis un peu ému et aussi très content d'être ici, messieurs. Et voilà, c'est clair que c'est une belle émotion. Et donc, deuxième acteur, deuxième leader de Roue Libre, c'est Robin, rédacteur en chef de Chronique du Vélo. Comment ça va, Robin? Ça va super. Et on s'est ramené des petits maillots là pour aujourd'hui. Je vous montre ici de La Vie Claire, de Bernard Hinault, années 85-86. Voilà. Mon côté, c'est Bernard Hinault avec Renaud Elf. Et du côté de Polo, on a des mecs un peu plus douteux avec la Carrera de Pantani et puis la T-Mobile, bien sûr. Celui-là, c'est mon préféré, il est tellement joli. C'est vrai que c'est pas mal. Ceux qui regardent Roue Libre d'habitude ont l'habitude de focus, débat, etc. Pour cette quotidienne, on a un peu tout changé. Donc on va avoir un récap des étapes. On va avoir un débat comme d'habitude, ça change pas. On aura une preview tous les jours. On va un peu vous dire voilà ce qui va se passer pendant la journée. Si par hasard vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder le profil, on est là pour ça. On va avoir un petit moment avec le chat. Voilà, je vois déjà plein de messages. On va avoir 10 minutes où on va se poser des questions. On va vous poser des questions et voilà, on va un peu causer avec vous, voilà, parce que c'est aussi ça qui est cool dans le live, c'est que voilà, on va être avec tout le monde et ça va être très cool. Donc cette chatroom, je l'attends particulièrement et évidemment une partie assez sympa. Je dis évidemment, mais c'est pas évident. Ça s'appelle la rétro. Et vous allez voir Robin, donc le rédacteur en chef de Chronique du Vélo, va vous raconter des épisodes improbable, mythique, on va dire, on va parler histoire. Du monde du vélo, voilà, de l'histoire, voilà, ça va être très sympa. Et comme d'habitude, on finira par un quiz parce que voilà, une émission Roue Libre n'existe pas sans un petit quiz à la fin, à laquelle, pourquoi pas, vous pourrez participer avec du team Polo, du team Robin. Voilà. On verra tout ça. Voilà le programme. Il est chargé. Voilà, il est chargé, mais vous allez le découvrir au fur et à mesure. Oui, j'éblouis avec mon front. Désolé, j'ai passé trop de temps au soleil. C'est clair, pas de crème solaire. On se lance direct, les gars, si vous êtes chauds. C'est Allez. Bon, vas-y, à fond, balance. on se lance direct dans le vif du sujet avec le débrief de l'étape 1. C'était animé et en plus, il y a eu une grosse surprise. C'est parti. Et cette grosse surprise s'appelle Mike Teunissen, voilà, le poisson pilote de Dylan Groenewegen qui a gagné lui-même. Il a gagné devant Peter Sagan et Caleb Ewan. Voilà, il y a Viviani qui a terminé 9e. Un sprint assez houleux. Mais après, c'est pas non plus un usurpateur, Polo, Mike Teunissen. Hein. Non, c'est pas un usurpateur, mais à partir du moment où Dylan Groenewegen chute dans le final, c'était intéressant. J'écoutais un débrief hier, je sais plus qui disait ça. Les poissons pilotes, ils ont du mal à s'adapter à ce genre de fait de course. Mike Teunissen, au lieu de se dire c'est mort, on oublie pour cette étape, et s'est dit tu sais quoi, je vais tenter ma chance. Moi j'ai déjà vu que sur les 4 jours de Dunkerque, j'étais peut-être pas aussi rapide que Dylan Groenewegen, mais que je pouvais avoir une très bonne pointe de vitesse au sprint. Et bien lui en a fait, puisqu'il a été le meilleur de ce sprint, et surtout ces 500 derniers kilomètres, ça fait beaucoup. Longue étape. Ces 500 derniers mètres sont un modèle de placement et de replacement surtout. Et en fait, il avait vraiment les meilleures jambes et de loin, parce qu'il était loin aux 500 mètres de l'arrivée. C'est ça qui est impressionnant. C'était vraiment le plus fort hier. Et peut-être même quand on se dit ça, par rapport à ce genre d'arrivée-là avec un espèce de faux plat montant, plus fort que Dylan Groenewegen. Peut-être qu'il aurait été plus fort que Dylan Groenewegen sur ce genre d'arrivée. Moi, ça, on le saura jamais. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, il nous a pas mal impressionné avec cette photo finish qu'on voit dans le barcode derrière moi. On voit qu'en fait, il gagne d'un doigt. Voilà. Ouais, c'est assez hallucinant. On se rend compte à quel point les destins de certains coureurs peuvent changer du jour au lendemain pour quelques centimètres. Avec un sprint, Robin, assez houleux quand même. Les grosses équipes ont roulé. Finalement, elles se sont un peu éteintes.
Mais un peu le bordel, je crois que la chute a mis pas mal de monde, a bouleversé pas mal de monde parce que tout le monde se demandait s'il avait un coureur qui avait été pris dans la chute. Les sprinters, même ceux qui ne sont pas tombés, ont pu perdre des places malgré tout. On voit Viviani qui démarre son sprint de très très loin, Riquezé et Morkov qui emmènent le sprint alors que Viviani n'est plus du tout dans les roues. Et d'ailleurs, tu t'en parles, Polo, de Tönnissen dans les 500 derniers mètres. Moi, c'est ce qui m'a impressionné et on voit la différence. Les deux, Viviani et Tönnissen, sont tout seuls. Ils ont leur train soit pas là, soit trop devant. Et Viviani, il remonte tout seul dans les roues et au moment de lancer son sprint, il est cramé. Alors que Tönnissen, il fait la même chose et au moment où il faut lancer, il a encore du jus parce qu'il remonte droite-gauche comme ça, il zigzague. Il prend des roues, mais il prend du vent aussi. Et finalement, il a encore du jus. Alors que Sagan fait le sprint pour moi parfait. Il est planqué où il faut. Il démarre deuxième juste derrière Matthews. Il déboîte. Normalement, c'est cadeau. Et malgré tout, Tönnissen qui revient de loin, le saute sur la ligne. Donc j'ai été très impressionné. 22e, deuxième place de Peter Sagan sur le Tour de France. Il doit me dire tous ces gars qui arrivent de nulle part. Pour lui, il a aussi gagné 11 fois. Hier, c'est la bonne opération, ce qu'il a fait. Il remporte le sprint intermédiaire. Il prend 40 points à l'arrivée de l'étape. Franchement, lui, pour son maillot vert, même s'il gagne pas, il fait une très bonne affaire. Et donc ce Mike Tönnissen, qui pour certains peut-être vous le découvrez, il a le maillot jaune. Il disait: je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Et raconte un peu cette arrivée, de me faire envahir par du négatif et donc la chute de Groenewegen. J'ai vu que c'était le chaos, que j'avais des bonnes jambes, qu'il y avait un finish qui pouvait me convenir, donc j'y suis allé à fond. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais dépasser tous les favoris. Gros mental, Mike Tönnissen. Et j'ai regardé, j'ai fait un peu d'histoire, voir depuis quand on n'avait pas eu un premier maillot jaune du Tour de France aussi inattendu. Et ça arrive quasiment jamais. Dans les 30 dernières années, j'en ai trouvé un, c'est Jackie Durand en 94, sur le prologue, qui part sur temps sec. Après l'orage s'abat et la nuit tombe aussi. Donc tous les favoris qui partent derrière font un moins bon temps. Mais sur les 30 dernières années, un maillot jaune aussi surprenant pour le premier soir du Tour de France, ça n'arrive quasiment jamais. C'est la première fois, excuse-moi, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on a un maillot jaune néerlandais, aussi, depuis Breukink en 1989, si je suis bon en mathématiques. Donc on mesure avec ses stats l'ampleur de l'exploit de Mike Tönnissen, qui a gagné, je le rappelle, devant Peter Sagan et Caleb Ewan et Elia Viviani. Peut gagner le Tour de France. Oui. Gros débat. Qui termine 9e. Évidemment, il n'y a pas eu qu'un sprint massif pendant cette première étape. Il y a eu aussi Van Avermaet qui a été dans l'échappée à la surprise générale. Pourquoi ? Parce qu'il voulait le maillot à pois. Et on s'est un peu étonné au début. Et en fait, il a eu la bonne idée. Les autres ne l'ont pas forcément eu. Lui, il l'a eu et il a un maillot historique du Tour de France, Robin. Oui, et puis ça reste Greg Van Avermaet. Donc quand il part en échappée, quand il décide d'y aller, il n'y a pas grand monde non plus qui peut prendre la roue. Faut se rappeler du pédigré du garçon. Et puis je crois que il y avait un côté symbolique là-dedans. On est en Belgique, on célèbre Eddy Merckx et sa première victoire dans le Tour il y a 50 ans. Il en a parlé à l'arrivée, Greg Van Avermaet. Il y avait aussi le mur de Grammont qui était au programme, le Bosberg, donc qui lui rappelait un peu ces classiques flandriennes qu'il aime tant. Donc il y avait beaucoup de raisons pour qu'il aille à l'avant. Et je crois aussi que l'équipe CCC avait besoin de se montrer, de prendre le maillot. Ils vivent une saison compliquée pour leur première année d'existence au World Tour. Donc c'est bien pour eux d'avoir, grâce à leur leader, un maillot distinctif sur ces premiers jours. Génial l'ambiance dans le Grammont, Polo. Là, c'était incroyable. Les Belges nous ont régalé comme d'habitude. C'était ambiance Tour des Flandres avec quelques habits en moins quand même parce que la température n'est du coup pas la même. C'était barriéré, ça faisait bizarre. C'est un peu, et puis surtout, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'à l'image du Tour des Flandres, c'est que c'est trop tôt dans l'étape, quoi. C'est trop tôt dans la classique. Et quand tu vois cette ambiance, quand tu vois ce mur, tu te dis que ce serait tellement beau dans un endroit stratégique et décisif du parcours, que ce soit et sur le Tour, comme sur cette étape-là, et même si sur le Tour des Flandres, on a d'autres difficultés qui permettent des sélections. Mais c'était un peu loin de l'arrivée. C'est dommage, mais ça a fait ça a fait de belles images, notamment avec Van Avermaet. Tu as déjà très bien résumé, Robin. Donc on a parlé de ceux qui ont performé. On peut parler de ceux qui ont eu un peu moins de chance. Je pense d'abord à Jakob Fuglsang, un des favoris du Tour, qui est tombé visage ensanglanté, Polo. On a eu assez peur. Parce que genou touché, épaule touchée, arcade touchée, des points de suture, bref, tout ce qu'on n'aime pas pour commencer un Tour de France. Il y a toujours cette malédiction des premiers jours de course sur le Tour de France avec un favori à terre et au final, ça tombe sur Fuglsang qui est quand même un énorme outsider pour ce Tour. Alors, moi je suis pas trop inquiet par tout le sang qu'on voit, notamment sur l'arcade et tout. Je suis plutôt inquiet sur son genou droit qui était bien touché. Quand tu écoutes Vinokourov et Fofonov en fin de course, eux, les points de suture à l'arcade, ils s'en foutent. Leur vraie inquiétude, c'était sur le genou. Ils n'avaient pas l'air trop inquiets non plus. Quand tu vois la mood, après, il n'est pas obligé de dire qu'il
peut pas trop dire qu'il est inquiet. Mais quand il dit faudra quand même qu'on surveille le genou droit, on va voir avec le docteur, mais ça va. Voilà, c'est exactement ça. C'est dommage de tomber comme ça, mais ça fait partie de la course. Le docteur m'a appelé, il m'a dit qu'il faudrait mettre 3 points sur la carte, on va faire le bilan. C'est surtout sur le genou droit qu'il faut vérifier, mais je pense que ça va. On verra. Et puis avec une chute, puis c'est tout l'aspect déjà mental, physique. Tu dors plus mal parce que tu as mal. Le kiné ne peut pas te masser là où il veut. Tu as cet aspect mental. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans une chute, notamment le premier jour. Et puis aujourd'hui, c'est le contre-la-montre par équipe et tu vas avoir besoin de tes jambes et de tes meilleures jambes. Donc même si la chute n'est pas grave, il y aura des séquelles. Même cette nuit, on va voir aujourd'hui sur les jambes. Et c'est pas du tout rassurant pour cette équipe Astana et pour Fuglsang. Ouais, c'est vrai, jamais le meilleur moyen de commencer un Tour de France. On voit Stradri qui nous dit que Geraint Thomas est aussi tombé. Moins grave. Tombé beaucoup moins fort, mais quand même, voilà, une chute reste une chute. Il a tapé un peu les barrières plus que vraiment chuté, je crois. Il a expliqué qu'il était quasiment, il avait déjà beaucoup ralenti. Et donc voilà, il a plus été gêné par la chute que vraiment être allé à terre. On a lu la même réaction. Voilà, et on peut donner des nouvelles aussi de Groenewegen qui est tombé à 3 km. Voilà, malchanceux, mais lui, il va bien. Voilà, bien marqué aussi. Pareil, faudra voir au final. Après une nuit de sommeil, etc., il était quand même bien ensanglanté aussi. Il était quand même très déçu. On voit l'espoir total. Je pense que pour un champion comme lui, même la victoire de son coéquipier, ça doit pas lui faire passer à autre chose. On verra par la suite, là, pas aujourd'hui, pas demain, peut-être après-demain. Mais je pense qu'une chute comme ça laisse quand même des séquelles. On verra s'il a bien récupéré ou pas. Donc voilà, le débrief est terminé. Ça fait 10 minutes qu'on y est. On va passer au débat. Parce que on parle d'un homme qui convoite particulièrement le maillot jaune. C'est parti pour le débat. Cet homme dont on parle, c'est Julien Alaphilippe. Parce que quand on est venu le voir pour présenter ce Tour de France, lui, il a dit de lui-même: ce maillot jaune m'intéresse, je peux aller le chercher. Il dit dès les premières étapes, il y aura peut-être une possibilité et peut-être même la meilleure possibilité pour moi. Si je peux tenter le maillot jaune la première semaine, ce sera incroyable. Il fait rêver tous les coureurs et je ne vais pas m'en priver s'il y a une ouverture. Alors messieurs, je vous le demande, est-ce que oui ou non vous croyez au maillot jaune pour Julien Alaphilippe? Robin, à toi l'honneur. Bien sûr que j'y crois. Oui, il peut prendre ce maillot jaune. Il nous l'a prouvé depuis plusieurs mois. Il est dans une saison incroyable. Et les circonstances de la première semaine font que ça va devenir possible. Alors, il y a un indispensable, c'est que Quick-Step fasse cet après-midi un très bon chrono par équipe. Mais on connaît Quick-Step. Voilà. Il y a déjà il y a des si, il y en a un. Voilà, mais on connaît la qualité de Quick-Step dans cet exercice. On sait les rouleurs qu'il y a. Même Julien Alaphilippe sera un élément déterminant dans ce chrono. L'année dernière, ils étaient très bien sur le chrono et ils ont toujours historiquement performé sur ce genre d'épreuve. Donc, l'idée... Il y a l'étape de lundi à Épernay qui correspond bien à Julien Alaphilippe. Il y a celle de mercredi aussi à Colmar, et avec chaque fois 10 secondes de bonif à prendre. Donc l'idée, c'est que si Julien Alaphilippe est à moins de 20 secondes au général ce soir, voire à moins de 10 secondes, tout va devenir possible. Alors il faudra gagner sûrement, mais malgré tout, Quick-Step peut aussi gagner le contre-la-montre par équipe. Donc Julien Alaphilippe a des chances de se retrouver très bien placé ce soir, et ensuite ce sera à lui de faire la différence. Alors pourquoi tu crois un peu moins, Polo, toi ? Pour les raisons que Robin a citées, sans trop s'y attarder, il faut que la Quick-Step fasse un excellent contre-la-montre par équipe. Ils le feront. Ça, il n'y a pas de doute. Même si l'équipe de cette année est quand même moins forte, je pense, sur le papier que celle qu'ils avaient l'année dernière, tu rajoutes à Henrik Mas qui est un rouleur correct. On l'a vu sur la Vuelta l'an dernier. Gilbert, c'est sûr que c'est pas. T'as pas Gilbert. T'as pas Jungels non plus. T'as pas Jungels surtout, c'est ça. J'avais pas mes notes en dessous. J'étais en train de lire autre chose, excuse-moi. Et j'avais bien noté Jungels en gros. Je pense qu'ils feront un bon chrono. On va dire que c'est dans les gènes, c'est générationnel chez Quick-Step. Ils sont excellents dans ce genre d'épreuve. Chavanel, d'ailleurs, dans l'équipe du jour, en parlait aujourd'hui. Il disait, moi, quand j'étais chez Quick-Step, c'était vraiment incroyable. Quand tu roulais, t'entendais pas une mouche voler. Quand tu roules dans une équipe française, tout le monde se gueule dessus. Il y a des à-coups. Chez Quick-Step, ça bougeait pas. C'était vraiment une interview un peu sympa, un peu croisée avec Cancellara qui parlait justement de ce genre d'effort. Et voilà, il va perdre du temps là-dessus, notamment je pense que sur les Jumbo, il va en perdre. Sur les Ineos, il va en perdre. Après, ça nous amène à quoi? À l'étape d'Épernay, où là, il a une grande chance de gagner. Je pense que c'est mon favori pour cette étape. Mais
il y aura Sagan juste derrière. Il faudra décrocher notamment des Sagan. Et puis, même s'il prend les bonifs, il faudra qu'il ait moins de 10 secondes de retard pour choper le maillot jaune. Après l'étape de Colmar, il faudra qu'il parte de loin. Mais l'étape de Colmar, ça peut même sortir les leaders. Qui sont les gars, vos principaux adversaires en gros pour Alaphilippe dans cette optique-là? Moi, j'ai peur que demain, ce soit un favori du Tour qui prenne le maillot, Geraint Thomas ou Bernal en tête, et que on le sait très bien, ça fait pas peur à la Sky d'avoir à protéger. Ouais, mais malgré tout, s'ils peuvent le laisser à Alaphilippe, ils vont pas se priver. S'ils peuvent au moins jusqu'à la planche des belles filles ne pas l'avoir, je pense que tu demandes aux Ineos, tu demandes aux Astana qui sont pas dans une position super avec leur leader qui vient de chuter, tu demandes à peu près n'importe qui le maillot jaune en première semaine. Ah oui, une fois que tu l'as, tu vas pas cracher dessus, mais s'ils peuvent ne pas le prendre et se retenir, je pense qu'ils le feront. Je sais pas si vous êtes d'accord, on peut aussi pourquoi pas regarder du côté de la Bora par exemple des équipes très bonnes en contre-la-montre et qui ont aussi des profils. Moi, c'est moins une référence. Côté d'Épernay. Il y a quand même beaucoup d'équipes, je pense, au-dessus de la Bora, sur le chrono, la Bahreïn. Non, mais qui sont capables de pas trop perdre de temps sur le contre-la-montre, mais sur l'étape d'Épernay d'avoir des coureurs capables de gagner pour. Oui, mais là, il faudra pas juste ne pas perdre trop de temps. Il faut que ce soit moins de 20 secondes. Et l'année dernière, Bora, je crois qu'ils sont à 50 secondes sur le chrono. Ce sera trop. Pour moi, les favoris du chrono par équipe, il y a Ineos, il y a Mitchelton Scott. Oula, pas trop vite. Et non, mais pour parler des leaders, donc. Bernal, Thomas, ils en voudront pas du maillot à Adam Yates non plus. Et tu parles de l'étape de mercredi Colmar, Paul, avec des bons cols quand même malgré tout. Je pense que sur cette étape-là, il peut même y avoir une échappée qui va au bout parce que les équipes de leaders n'ont pas forcément cadenassé la course. Ça peut arranger tout le monde, même qu'un mec prenne le maillot avec 1 ou 2 minutes et que par miracle, il le sauve sur la planche des belles filles. Donc si Alaphilippe, qui est un mec dont on ne va pas se méfier pour le général, est dans la bonne échappée, ensuite, au sprint, un mec qui passe les bosses qu'il y a au programme et qui aligne Alaphilippe au sprint, j'en vois pas. Ouais. Pour le problème avec l'étape de Colmar, parce que Épernay, ça arrivera au sprint, et s'il y a différence au niveau... il n'y aura pas d'écart. Ce sera sur les bonifs. L'étape de Colmar, c'est l'épouvantail que représente Julien Alaphilippe sur une échappée au long cours. Alors certes, les vainqueurs, les leaders du classement général ne s'intéresseront pas à Julien Alaphilippe, ils le laisseront peut-être partir. Mais est-ce que des gens intéressés par le maillot à poids ou intéressés par la victoire d'étape, parce qu'ils savent que si Julien Alaphilippe est dans un bon coup, que la victoire d'étape va commencer à sentir bon, est-ce que tous ces gens-là, il y aura des alliances de circonstances entre des gens qui ont des objectifs différents, je viens de le dire, entre le maillot à poids, les victoires d'étape, machin, super combatif, des trucs comme ça, les espèces de, j'appelle ça les points Bokeh-Mollema où on essaie de gratter un peu tout ce qu'on peut. C'est devenu un épouvantail. Julien Alaphilippe. Est-ce qu'on va le laisser partir? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir aller le chercher. Il va falloir le maillot jaune, il va pas lui tomber dessus comme ça. Il va avoir la pancarte par rapport à l'année dernière où il arrivait un peu en électronique. On savait pas trop ce qu'il allait donner sur une course de 3 semaines. En plus, il l'annonce. Chez lui. Là, il l'annonce. Il a raison de l'annoncer. Ça, c'est fort quand même. Moi, j'aime bien. Julien Alaphilippe, il a pas. Surtout en montagne, où maintenant on sait que Julien Alaphilippe en montagne, il peut se défendre sur 3 semaines. Non, mais les mecs, si certains sont inquiets de voir Alaphilippe, ils vont aller avec lui en se disant que c'est le bon coup. Ils vont pas rouler derrière pour reprendre l'échappée. Je veux dire, une équipe d'un Greg Van Avermaet, par exemple, qui peut viser aussi peut-être ce genre d'étape, il va pas faire rouler la CCC pour revenir sur l'échappée d'Alaphilippe. Non, il va aller avec Alaphilippe. Mais il va pas rouler avec Alaphilippe. Peut-être, mais Alaphilippe n'a pas besoin de grand monde et il y aura malgré tout. Quand tu es sur une échappée sur le Tour de France et que tu te dis qu'il y a si l'échappée de Colmar, par exemple, sent bon et a des chances d'aller au bout. Alors peut-être que dans les 10 derniers bornes ils vont arrêter de rouler, mais avant les mecs vont penser j'ai une chance de gagner une étape du Tour malgré tout. Donc moi je pense qu'ils vont rouler et Alaphilippe a raison de l'annoncer comme ça parce que déjà s'il l'annonce c'est qu'il a très très bien étudié la chose et qu'il sait que c'est faisable. Il l'annoncerait pas pour lui-même se prendre un retour de bâton s'il avait pas ce maillot jaune. Et puis il assume la pression finalement, il n'en a pas peur. Voilà, il l'annonce, on lui dit est-ce que vous visez le maillot jaune? Oui, ben voilà c'est terminé. Alors que s'il était là non je pense que ça va être compliqué alors que c'est clairement faisable. Ouais. On le laisserait pas tranquille. Et ensuite, une opportunité de prendre le jaune, ça se refuse pas. Je pensais à Sagan hier. Il ne va pas le viser. Hein. Je dis qu'il doit le faire et je pense qu'il va le faire. Mais le problème, c'est que ce parcours, moi déjà, avant la 5e étape, je pense pas qu'il l'aura. Et avec Colmar, il va quand même être dépendant de beaucoup de choses, dont le fait de prendre la bonne échappée, dont le fait de devoir se débarrasser, de devoir bien marcher avec les coureurs avec qui il sera dans l'échappée, les coureurs qui auront peur de se faire battre par la file, notamment dans le dernier col, parce que finalement, c'est quand même des mini-cols qu'on a avant Colmar. Je pense que l'échappée ira au bout ce jour-là, mais je pense que ce sera dur pour Alaphilippe qui aura cette pancarte de se déjouer les autres et de faire vivre cette échappée jusqu'à là. On a quand même dans ce débat un gars qui défend Alaphilippe qui est à ma droite du coup, un autre qui défend un peu moins Alaphilippe pour ce maillot jaune, mais qui a un t-shirt Alaphilippe. C'est quand même génial. C'est ça. T-shirt punch Alaphilippe. J'adore Alaphilippe. Oui, non, oui. Vraiment le voir en jaune, avec Colmar. Mais en plus j'y pensais l'année dernière, non, hier soir pardon. Peter Sagan qui visait le maillot jaune
tous les ans quand il est sur le tour. Il a mis 5 éditions avant de réussir à l'avoir. Donc c'est pas un truc, évidemment, ça te tombe pas dessus. Il faut aller le chercher. Que tu sois Alaphilippe, Sagan, Cavendish, n'importe qui, tous ces grands coureurs qui ont porté le maillot jaune, ils ont dû se sortir les tripes un moment pour l'avoir. En tout cas, on sent une envie de sa part, évidemment, comme tous les grands coureurs, de marquer son empreinte sur ce Tour de France. En allant chercher, il ne peut pas aller chercher le Tour en soi pour le moment. Ce n'est pas un objectif pour lui, ça ne correspond pas à son profil du tout. Non. Mais il va chercher un maillot jaune. On sent qu'il va chercher le maillot à poil l'année dernière, maillot jaune cette année. Des trucs qui plaisent aux Français, pour rentrer dans le cœur des Français, dans les têtes et pour marquer son empreinte différemment, Polo. Ouais, non, mais clairement. Après, la chose dont on a pas parlé, c'est que s'il chope les maillots jaunes à Colmar, qui se met à l'appel pour le défendre sur la planche des belles filles, il y a un moyen de le garder. Je pense que sur une étape comme ça, en se donnant vraiment, en se mettant vraiment minable comme il sait le faire, un peu à la Vauclair de la grande époque. Je pense qu'il peut essayer de garder, de garder ce maillot, même à la planche des belles filles en fonction de l'avance, tu l'as dit. Mais j'ai peur que ça lui joue des tours après pour la suite. Mais il est là pour ça. Les victoires d'étape et le maillot à poids. Parce que finalement, Colmar, déjà son objectif, c'est le maillot à poids. Bah non, son objectif, c'est le maillot à poids. Et là, tu tires une balle. Ouais, mais si tu portes le maillot jaune, sur son maillot à poids, il a quand même dilué un peu son propos dans ses dernières interviews en disant voilà, c'était un très bel épisode l'année dernière, mais cette année, ça peut l'être, mais c'est pas objectif prioritaire. C'est de gagner des étapes, on est d'accord là-dessus. C'est plus les étapes que le maillot à poids. Quand on voit son comportement sur le Dauphiné, croyez-moi que le naturel, je pense, va vite reprendre le galop et qu'il va aller les chercher, les points en montagne. Oui, mais je veux dire, le maillot jaune, c'est quand même tellement au-dessus. Et en plus, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu. Ça doit être son objectif principal, prioritaire. Et si ça remet en cause, et si ça l'empêche d'être... s'il est cramé le week-end prochain, c'est pas grave, il aura eu le maillot jaune. Dernier maillot jaune, les gars, sur le Tour de France. Tony Galopin, bravo pour France, 2014. Non mais ta question est super mal posée. Dernier maillot jaune sur le Tour de France. J'ai senti où il allait venir. C'est comme... j'ai pas dit français. Ah non. Ah oui, dernier maillot jaune. Il le perd à la planche des belles filles en 2014. Ouais, exactement. Il l'avait pris à Oyonnax, non? Oui. Et victoire de qui pour le prendre? Nibali, non? Darou. Non, Nibali, il le prend, l'échappée qui va au bout. Ah, j'ai oublié ça. Un de ses coéquipiers. Il était chez Trek. Non, c'était Blel Kadri. Ah oui, exact. C'était Blel Kadri, qui avait gagné cette étape-là. Une arrivée où il termine très loin dans l'échappée. Il termine 14e de l'échappée, mais il avait pris ce maillot jaune. Donc voilà, on veut un successeur à Tony Galopin et ce sera peut-être Julien Alaphilippe. Voilà pour le débat, les gars. On l'a abordé de loin dans ce débat. C'est le contre-la-montre par équipe. On l'aborde les en mecs zoom. du chat, ils sont chauds sur le contre-la-montre par équipe. Exactement. Donc voilà, c'est le moment de parler de cette preview avec la preview du contre-la-montre par équipe. C'est parti. Deuxième étape du Tour de France, contre-la-montre par équipe de 27,6 km à Bruxelles. On reste à Bruxelles, on reste chez les Belges. On jette un œil au profil. Quelques faux plats montants, mais voilà, le profil peut prêter à se tromper, mais ça reste quand même très plat, les gars, non ? C'est très plat, c'est des grands boulevards, les grands boulevards de Bruxelles qu'on connaît un peu parce qu'on y est tous déjà allés, j'imagine. Oui. Bah toi, je sais, tu étais avec moi. Robin, j'y suis allé. Même si j'avais pas repéré le parcours du coup. Même si sur ce profil, on a l'impression que ça monte et que ça descend un peu, c'est quand même très roulant. Tu peux mettre du bracket, tu peux envoyer de la puissance. Donc je pense que ça aura vraiment très peu d'influence. Ça va être un contre-la-montre de costaud. Et voilà, je me répète, mais c'est pas parce que tu es un peu grimpeur que tu peux t'en tirer. Faut pas trop se fier à ça. C'est une affaire de spécialistes. Sur les descentes, tu peux atteindre des grosses vitesses de pointe sur 80 km/h, notamment. C'est Stephen Kung qui disait ça ce matin. Non, ça va être un contre-la-montre vraiment pour les grands spécialistes de l'épreuve. Alors du coup, voilà, on a le profil qui est assez, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, à part dire qu'il est assez plat quand même. L'année dernière, contre-la-montre, le podium, c'était BMC, Sky, Quick-Step, donc 3 équipes qui, en leur nom, n'existent plus, à part Quick-Step qui a un sponsor en plus. Alors, pour vous, qui sont les favoris de ce contre-la-montre par équipe, les gars? Il y en a plusieurs, et alors, BMC, non, parce que c'est devenu CCC et que l'équipe est trop différente, mais Ineos et De Koninck Quick-Step seront de nouveau des favoris de ce chrono. Moi, je rajouterais Mitchelton Scott, je rajouterais la Jumbo-Visma malgré tout, qui a un collectif meilleur que l'année dernière, avec Tony Martin, avec Wout van Aert, et je rajouterai une 5e équipe, je le sais, je l'ai noté quelque part, mais je ne sais pas où. Non, pas Bahreïn.
La Bahreïn, ça peut faire quelque chose. Hein. J'ai oublié, je l'ai écrit. Ouais, Je l'ai la écrit. Bahreïn avec Rohan Dennis. Nibali. Sunweb, c'est Sunweb que j'avais rajouté. Ah, Sunweb. Mais malgré tout, sans Tom Dumoulin, voilà. Et peut-être un cran en dessous malgré tout. Quoi. Sunweb, c'est l'équipe qui avait déjà très déçu l'année dernière, même avec Tom Dumoulin sur le contre-la-montre par équipe. On les attendait limite. Il avait fait 3 ou 4, je crois. Et ils étaient champions du monde en titre du contre-la-montre par équipe. On les attendait très fort. Tom Dumoulin devait capitaliser là-dessus. Ils avaient fait 4e derrière la De Koninck, derrière Ineos et derrière la BMC. Moi, cette année, je sens bien Ineos et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous avez remarqué ça hier que fait les podcasts. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez regardé le classement par équipe de l'étape d'hier? Ils sont derniers. Les Ineos est dernier. Bizarre, ça leur ressemble pas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Thomas est tombé, non? Enfin, c'est parce que Thomas est loin. Lucro, ils sont tous laissés plus ou moins un peu détachés sur la fin. Et en fait, je me suis demandé pourquoi. Et j'ai lu sur Twitter que demain, il va y avoir du vent en deuxième partie de contre-la-montre, un vent défavorable. Et il sera plus fort de 10 km/h quand tu commenceras à 16h que par rapport à si tu commences le contre-la-montre à 14h. Et je lisais du coup un tweetos là, qui avait l'air de bien s'y connaître niveau météo, qui discutait avec d'autres gens. Non mais je te jure, je crois que je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs je lui ferai un shout-out la prochaine fois parce que c'était très intéressant ce qu'il disait. Et il disait que ouais, l'équipe Sky, enfin l'équipe Ineos, qui ne laisse jamais rien au hasard, a peut-être fait exprès de finir dans les dernières places du classement par équipe pour pouvoir partir tôt demain et pouvoir bénéficier d'un vent défavorable, pas trop violent par rapport à ceux qui vont partir en dernier. Et on sait que demain, je ne sais pas si Ben, tu nous as fait le classement de départ, mais on sait qu'Ineos va partir premier, que l'Astana va partir pas loin après, que la FDJ aussi, mais on sait que la Jumbo-Visma va partir dernière, que la Mitchelton Scott va partir aussi dans les premières positions, la Sunweb, la Bahreïn aussi pareil dans le premier tiers. Donc je pense que ça peut se jouer là-dessus, sur ce vent défavorable, notamment en fin de contre-la-montre vers 16h, le moment où les premières équipes vont s'engager. Alors, oui, vas-y Robin. Ce qui est sûr, c'est que s'ils ont réussi à planifier ça et que ça se vérifie, c'est fort. C'est très très fort. Alors après, en partant premier aussi, t'as pas les temps de référence des autres, qui est le revers de la médaille, on va dire. C'est toujours bien de pouvoir dire à tes mecs dans les oreillettes, ok, on est comme ça, comme ça par rapport aux autres favoris qui peuvent être Mitchelton Scott, Quickstep, etc. Là, il y aura pas ça, mais c'est une équipe tellement rodée, je me dis qu'ils ont peut-être pas besoin d'avoir les temps intermédiaires des autres et qu'ils peuvent de toute façon faire un temps canon dès le départ et qu'après personne vienne les chercher. Donc de toute façon, on le sait, hein, Ineos, ils sont très forts en chrono par équipe. Bernal et Thomas, s'ils peuvent prendre 10, 15, 20 secondes sur tout le monde cet après-midi, ils vont pas se priver. Donc chapeau à eux si c'était pensé. Si c'était pas pensé, on verra bien ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que ce chrono, c'est une affaire de spécialiste, que sur un chrono par équipe, tu sauves pas la face par miracle, et qu'il y a une seule fois, c'était en 2015 avec le chrono par équipe à Plumelec, qui était pour le coup vraiment vallonné avec une bosse en fin de parcours, où une équipe comme Movistar, avec pas mal de grimpeurs, avait fait un podium. Mais sinon, un chrono par équipe, c'est pour les spécialistes. Donc voilà, bon moi voilà pour le dire, je vois bien la De Koninck Quickstep qui sur le Tour de Suisse avait envoyé quasiment toute l'équipe, à part Alaphilippe qui était sur notre course. Lampert a gagné le contre-la-montre devant Kasper Asgreen. Et Mas a fini Ils pas loin non plus. Ils ont des clients. Ouais. Moi, Voilà, j'aurais dit, s'il n'y avait pas eu cette avec étape... Alaphilippe en plus aussi, je vois bien la De Koninck gagner. Ouais, mais ils seront évidemment dans le coup. J'aurais bien vu la Jumbo-Visma, mais avec Tony Martin a chuté aussi avec Caruso et Fuglsang-Hier. Groenewegen a chuté. Après, tu es transcendé aussi un peu par ce maillot, tu vois. Donc c'est à double tranchant. T'as Wout van Aert, voilà. Aussi qui est peut-être actuellement, en tout cas à l'instant T, le meilleur rouleur au monde, puisqu'il a battu des Campenaerts, il a battu 2 fois Campenaerts d'ailleurs sur les 3-4 dernières semaines. Ouais, s'il n'y avait pas eu la chute notamment de Tony Martin, je pense que de toute façon ça va jouer entre Ineos et la Jumbo-Visma et on verra si ce vent a vraiment un impact et si ce choix stratégique, hein, comme un peu au biathlon sur les sprints, avec ceux qui décident de partir au début et à la fin, en général en fonction de la météo ça peut varier, là on verra si ça a un impact. Là je vois dans le chat pas mal de gens qui commencent à parler des équipes françaises. Ouais, c'est intéressant. Ce sera voilà, c'est la deuxième partie de la preview. Cyclisme FR dit voilà, Pinot a bien progressé. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait que Kung va être très très important. Robin, alors est-ce que toi déjà tu vois plus la Groupama finir devant AG2R, AG2R finir devant la Groupama, et est-ce que tu vois les deux prendre des shoots quoi, tout simplement? C'est dur de dire qui va finir. Moi, je les vois à peu près. Je pense que la FDJ est mieux armée avec un garçon comme, ne serait-ce qu'un garçon comme Kung, qui a dû apporter son expérience depuis 6 mois en étant dans le groupe.
et Pinot reste un meilleur rouleur qu'un Romain Bardet par exemple. Après, on a aussi des garçons comme Galopin de l'autre côté. C'est assez équivalent. Si je dois parier là, je mets mes sous sur Groupama FDJ. Après, ils vont pas jouer dans la cour des cadors. Mais l'idée, je pense, sur 27 km, si tu perds moins d'une minute, t'es content. Voilà, bah moi T'es très content même. Je suis pas d'accord. Enfin, si, je suis plutôt d'accord avec toi, mais j'irais même à fond. Je pense que la Groupama FDJ va faire un bien meilleur chrono que la G2R mondiale. Chez Groupama, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Est-ce que la G2R va faire top 20? Il y a déjà le recrutement de Stephen Kung qui est quand même un plus incroyable. Tu as le quatuor Pinot, Ladanius, William Bonnet et Anthony Roux qui ont eu l'habitude de rouler ensemble depuis très longtemps. Ils ont fait tout leur stage de travail sur les chronos ensemble. On l'a vu cet hiver. Ils sont aussi partis pendant le mois de mai après le Tirreno, il me semble, pour rebosser ça ensemble. Tu as Lapierre qui depuis 2015 font du super travail sur leur vélo. Je sais plus comment il s'appelle, attends, je l'ai noté, sur l'Aerostorm. Tu as Pinot cette année qui a changé sa posture de contre-la-montre et qui ressent plus de douleur, du coup qui perd en aérodynamisme mais qui a beaucoup plus de puissance. Moi, je trouve que tous les voyants sont au vert pour cette équipe Groupama FDJ qui travaille dessus, au contraire de la G2R la mondiale. On a lu cette interview assez folle de Tony Galopin dans l'équipe ce matin. On l'a pas trop travaillé. Nous, non, on l'a pas trop travaillé. Julien Jourdi qui disait on sait qu'on va perdre du temps. Si on perd 50 secondes, c'est bien. Si on perd plus d'une minute 30, c'est pas bien. L'année dernière, ils ont perdu 1 minute 15 alors qu'il y avait Pierre Latour, gros rouleur. Là, il n'y a pas Pierre Latour. Et là, il n'y a pas Pierre Latour. Ils ont Tony Galopin. Cône froid est un peu. Je voyais dans le chat, voilà, DB Castro Castro surtout que la G2R a un cône froid bien diminué. C'est vrai que là, ça peut être un problème. Goujard disait qu'il n'avait pas travaillé de l'année le contre-la-montre par équipe. J'ai peur de la valise de chez Groupama FDJ. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront à plus d'une minute. Ça, faut pas régulièrement. Comment tu vas gagner le Tour de France nous annonce des objectifs pendant une minute sur 30 km de contre-la-montre par équipe? Non, là, ils vont la prendre la minute largement. Et c'est plus la FDJ, la Groupama FDJ qui a une chance de passer sous cette barre symbolique de la minute, ce qui serait une bonne affaire. Moi, je pense que je sens le bon coup de la Groupama FDJ cet après-midi. Je sens la bonne surprise. J'espère me tromper. C'est ma positive attitude, toujours la même dès qu'on parle de Pinot et de ses copains. Maxime Boquet dit totalement d'accord, la FDJ sera dans le top 5. Bah voilà, je pense pas top 5 parce que tu as quand même la Sunweb, la Bahreïn, Mitchelton Scott, Ineos, Quickstep et même, je trouve, CCC, on l'a vu sur les Hammer Series qui cartonnaient bien dans le domaine. Je pense que voilà, 6-7e, ce serait bien au niveau d'Astana par exemple. J'aimerais bien au moins qu'il soit à ce niveau-là. Donc voilà, on a revu le profil pour terminer la preview. Un vainqueur, on se mouille un peu au prono. Ineos, moi je dis De Koninck. Moi je crois Ineos aussi, mais pour changer, je vais aller sur Jumbo Visma. Jumbo Visma, très bien. On en a. Wout van Aert va faire encore un chrono. Personne n'a les mêmes, c'est très bien. Pour changer, j'aurais dit Ineos aussi. Mais bon. On fera les comptes demain. Ah, on fait les comptes. Parce qu'on avait dit, j'avais dit Sagan pour le premier maillot jaune. Oui, t'avais dit, mais t'as aucune preuve. Si, j'ai l'émission de la semaine dernière. Le chat l'émission de la semaine dernière. Et t'avais dit Wout van Aert. Donc on est à 0-0. Moi, je fais n'importe quoi. Mais on comptera les points. Ok, vous savez quoi, si on compte les points, je mets Ineos. Compte les points, non, il devient pragmatique. Il a raison. Okay. Donc voilà, vous êtes énormément à parler sur le chat, c'est cool. Moi, je suis très content on est 900 d'avoir 900. Vous êtes 900. Bon, voilà, c'est énorme. J'espère que dans les 900, il y en a. Vous avez énormément de questions parce que là, on va passer à une partie de l'émission où ça va être. C'est votre moment, les gars. Ce qui allait rythmer cette émission-là, ça va être vous qui allez poser toutes les questions. Donc voilà, faut brainstorm un peu. Posez-nous vos questions parce que c'est le moment de la chatroom. C'est parti. Chatroulette. Et voilà, le concept évidemment est très simple. Pendant plusieurs minutes, on va voir vos questions dans le chat. On va y répondre. Si vous n'y connaissez rien en cyclisme, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on va essayer de vous éclairer. Robin, Polo sont là pour ça. Vous pouvez demander vraiment n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez y aller. Parce qu'en plus, voilà, sur ce Tour de France, il y a plein de questions qui peuvent arriver. Donc voilà, on part pour la première question avec rapidement, Polo, peut-être rappeler un peu ce que tu avais dit dans les previews. Un top 5 pour Bardet. Est-ce que c'est un tour réussi ou raté ? Raté, podium, c'est on va dire réussi. Victoire, ce serait beau. Mais à partir du moment où il vise la victoire, un top 5, c'est raté. Après, ça dépend. S'il y a agrémenté d'une victoire d'étape, peut-être d'un maillot de meilleur grimpe, on ne sait pas. On peut considérer qu'il y a un entre-deux aussi, entre réussi et raté.
qu'il y a un intermédiaire malgré tout qui serait mitigé, quoi. Parce que s'il fait 4e ou voire 5e, pas trop loin du podium, ce serait pas complètement acheté. Mais voilà, s'il n'y a pas de podium, ce sera pas réussi. 6e comme l'année dernière, mais avec 1 ou 2 victoires d'étape et des bons coups de panache, Voilà. c'est réussi. Mais s'il fait 6e à la rupture à chaque fois dans les roues, c'est pour moi un Tour de France raté. Oui. J'ai vu Kizuke 4 Sama qui a demandé comment voyez-vous l'équipe Cofidis sur ce Tour de France. J'aime bien prendre des questions qui ont un peu rien à voir, un peu de tout. Ouais. Donc voilà, ça sert un peu à ça la chatroom, parler de sujets dont on ne peut pas parler tout le temps. Et voilà, la forme de Cofidis, Romain, tu les sens comment là en ce moment? Je sens pas la porte incroyable pour les sprints. Mais par contre, il y a un collectif chez Cofidis qui peut se montrer. On l'a vu avec Stéphane Rossetto en nos échecs. Il a régalé. Franchement, moi j'étais très premier content. Tour de France, le mec nous sort une échappée. Exactement. Tout seul, et 50 bornes. il dit qu'il voulait voir comment ça fonctionnait pour pouvoir être meilleur les prochaines fois. Bah voilà, il n'a pas perdu de temps. Il le fait sur la première étape. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'on va voir la Cofidis et qu'on a envie de la voir aussi à l'attaque. Et de toute façon, ça sert à rien de jouer des générales, des classements généraux, les sprints. Laporte va essayer, mais j'ai vraiment envie qu'on les voit à l'avant. Et comme le dit Kizuke Forsama, c'est exactement ce que j'allais dire. Quid de Jesus Serrada qui est en pleine forme. On l'a vu sur la Mont Ventoux des Nivelets Challenge. On l'a vu en début de saison sur le Tour de Murcie et sur un tour aussi dans le Moyen-Orient. Enfin, je ne sais plus lequel c'est, je confonds un peu. Où il avait été aussi excellent avec Lutsenko, en duel avec Lutsenko. Il fait une excellente saison, Jesus Serrada. Et je pense que ce sera un bel acteur, notamment en moyenne montagne, voire en haute montagne sur ce Tour de France. Il y a Black DJ qui a demandé combien de kilomètres sur ce Tour de France. 3400 et quelques. Ouais, il y en a 3400. Ouais. Sachant que j'ai appris ça, ils n'ont plus le droit de faire plus de 3500 bornes. C'est vrai ? Il y a une limite en termes de kilométrage maintenant pour les grands tours. Voilà, peut-être, je ne sais pas si ça a été négocié par les coureurs. 3480 bornes. Exactement. Voilà, ils sont allés pas loin de la limite. C'est là, 7 étapes de plaine, 5 étapes accidentées et 7 étapes de montagne. Arthur, voilà, je vais t'appeler Arthur parce que ton nom est un peu long. Est-ce que Van Avermaet peut garder ce maillot à poids s'il fait tous les grimpeurs des étapes de moyenne montagne? Non. Il faut être en haute montagne pour faire le maillot à poids. Et il est trop limité en haute montagne pour le garder. En plus, tous les points sont doublés cette année. Contrairement à Alaphilippe, il est trop lourd pour ne serait-ce que pouvoir s'accrocher durablement sur des étapes où il y aura beaucoup de points à prendre. Mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, je pense que c'était déjà de faire ce coup hier dans le mur de Grammont et dans le Bosberg, ce qu'il a fait. Et maintenant d'aller essayer de chercher des étapes sur des profils qui lui correspondent plus. Épernay comme lundi, ouais. Comme lundi, ouais, voilà. Exactement. À Épernay. Kizuke nous dit qu'il le perdra à la planche des belles filles. Il y a des chances. Donc voilà. DB Castro qui nous demande qui finira lanterne rouge. Ça, c'est dur à pronostiquer. C'est impossible à pronostiquer, mais ça peut être drôle à faire. Quelqu'un qui se prend une grosse gamelle et qui passe un tour galère comme Lawson Craddock l'année dernière. Ouais. Ou alors un gars qui tout simplement fait gruppetto tous les jours. On se rappelle de Wim van Sevenant en Burkhardt. Lui, il aimait 3 années de suite. Wim van Sevenant, 3 années de suite, fin des années 2000, quelque chose comme ça. Je vais aller voir un peu la start list, là, je vais voir des noms qui sont. C'est vrai que souvent, malheureusement, ça correspond à des coureurs qui ont des galères. Et donc, Lawson Craddock, l'année dernière, pour ceux qui ne connaissent pas Lawson Craddock, et si vous voulez avoir la définition du courage, vous tapez Lawson Craddock, coureur de l'EF Drapac, absolument hallucinant, qui avait chuté, qui était resté sur son vélo, qui avait fait 2 semaines absolument hallucinantes. Bref, il avait absolument régalé. Est-ce que tu as vu la start list, Polo? Ouais, non, c'est trop dur en fait. Oui, c'est trop dur. Il y a des noms qu'on peut lancer, des Burkhardt comme ça, des gars qui sont des équipiers absolument incroyables. Chute de Richie Porte. Non, pas encore, heureusement. Hier, on avait quand même peur que ça tombe sur lui, cette espèce de Shkumun des premières étapes. C'est tombé sur l'autre mec qui a quand même des assez grandes Shkumun. Je vais y venir après, Joseph, de montrer les choses du doigt, ça me stresse. Golson qui n'y arrive pas trop finalement sur le Tour de France. Alors du coup, si Richie Porte ne chute pas, c'est dur. Il fera 12e. Non, franchement, je pense que... On sait que Joseph l'aime bien, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, je l'aime bien aussi, et c'est dur, un peu à l'image de Rigoberto Urán. Il a montré des meilleures choses quand même dans sa préparation sur le dernier mois. Il me semble quand même encore loin du compte. Cela, c'était vraiment la loterie, je pense, pour savoir dans quel état de forme est Richie Porte. S'il ne chute pas et que tout va dans son sens, il peut viser un top 10.
Et donc, tu commençais à en parler. Rigoberto Urán va-t-il porter une attaque cette année? Non, sûrement pas. Il n'y a pas de raison. Hein. S'il n'en a pas porté quand il jouait le maillot jaune. Il a fait deuxième du Tour de France en n'en portant aucune. Donc non, je ne pense pas. Il a fait un sprint sur le grand plateau, sur le 53 dents, avec impossibilité de changer à Chambéry, là où il bat Warren Barguil, mais c'est son exploit du Tour. Hein. Ouais. Black Life DJ nous demandait la signification des maillots. T'es chaud pour une petite signification, voilà. La signification de quel maillot? Des maillots distinctifs. C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Non, j'en ai aucune idée, moi. Enfin, le jaune, on sait, parce que c'est par rapport aux pages jaunes du journal Loto. Ah non, mais je pense qu'il demandait de manière très simple. Le maillot jaune correspond au leader. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Il n'était pas bien. Bah non, je dis, c'est super dur, ça. Oui, donc le maillot jaune, c'est pour le leader du classement général. Le maillot à pois, c'est pour le meilleur grimpeur, donc celui qui prend les points à chaque sommet de col ou de côte. Le maillot vert, c'est pour le leader du classement par points, donc du maillot vert pour le sprinter, donc les points distribués à l'arrivée et lors des sprints intermédiaires en milieu d'étape. Et le maillot blanc, c'est pour le meilleur jeune, donc le meilleur coureur de moins de 25 ans au classement général. Donc voilà pour ce petit récapitulatif made in Robin. Vas-y, Polo. Enfin, elle est intéressante. Si je demande si Julien Lafilippe chope le maillot jaune, chope le maillot jaune cette semaine, il peut se battre pour un top 10 en fin de tour. Franchement, non. Clairement pas, c'est pas son objectif, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il se trompe non plus. Le maillot jaune sera un bel exploit, mais il faut rester lucide. Julien Lafilippe n'est pas un grimpeur et Julien Lafilippe ne se battra, du moins pas dans les 3 ou 4 prochaines années, ne se battra pas pour le classement général d'un grand tour. Non, il faut pas qu'il le fasse et je pense qu'il ne le fera pas, ça c'est sûr. Donc voilà, quelle est une dernière question, particularité des vélos de CLM c'est simplement une roue pleine et plus d'aérodynamisme. Voilà. Et ça vient du triathlon, parce qu'à la base, c'était pas forcément utilisé sur la course sur route. Un route top 10 en un mot, j'ai envie d'y croire, mais le cœur dit oui. Je l'ai mis moi, mis dans mon prono du top 10. Donc voilà, c'est terminé pour la chatroom. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à parler. Il y a plein de questions, ça me donne même des idées pour la celle de demain déjà. Continuez, de toute façon c'est votre moment, n'hésitez pas à nous poser plein de questions, on lit tout, on ne peut pas répondre à tout, mais on lit tout. Exactement. Donc voilà, c'est terminé pour la chatroom. C'est l'heure d'une toute nouvelle chronique que vous allez peut-être découvrir, même les rouleurs habituels, dans laquelle on va revenir sur des épisodes mythiques du Tour de France. C'est parti pour la rétro chronique du vélo. Alors déjà, pour commencer, vu que c'est la première fois qu'on fait cette chronique, Robin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire dans cette chronique pendant les 3 prochaines semaines? C'est ça. Alors moi, je ne vais pas être tout seul, vous allez m'aider, mais chaque jour, on va revenir sur un événement historique du Tour de France en rapport avec l'étape du jour. À chaque fois, il y aura un petit lien, que ce soit la ville arrivée, départ, un col qui est passé pendant l'étape, une ville qui est traversée, une année, voilà, une date. Ça pourrait être n'importe quoi pour faire le lien et se remémorer de toutes les époques une anecdote du passé. On se la joue Jean-Paul Olivier notre maître à tous de Chronique du vélo et de roue libre. Donc voilà, le Tour est en Belgique en ce moment. Donc Robin, tu as eu la merveilleuse idée de nous faire cette première chronique sur Merckx, sur le Tour 1969. Alors il a gagné 5 Tours de France, Eddy Merckx, et on revient sur le tout premier qu'il a gagné, et avec un contexte d'abord qui était absolument fou. Ouais, alors il y a plusieurs choses sur le contexte. Déjà, le 21 juillet 69, le lendemain de la victoire d'Eddy Merckx, on a Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Donc historiquement, en dehors du vélo, il y avait de grandes choses qui se passaient déjà à cette époque-là. Mais en Belgique, on avait Dieu vraiment que pour Eddy Merckx. Et le lendemain de cette victoire à Paris, il y avait 40 000 personnes sur la Grande Place à Bruxelles. Les images sont incroyables, si vous avez l'occasion d'aller les voir. Ça fait vraiment, on a l'impression d'une visite présidentielle. Eddy Merckx est accueilli en héros. Après, il est accueilli par le roi de Belgique de l'époque, Baudouin Ier. Et la Belgique attendait en fait un vainqueur sur le Tour de France depuis 30 ans. Et Silver Maes, juste avant la guerre, en 1939. Et dans l'équipe d'ailleurs, en parlant de cette virée sur la Lune et de la victoire d'Eddy Merckx, Antoine Blondin, célèbre journaliste, fait la comparaison. Il dit: Merckx n'était ni wallon ou flamand, français ou belge, il appartenait tout bonnement au patrimoine universel de l'effort humain, au même titre que les cosmonautes qui vont sur la Lune ne sont plus proprement des Américains envisagés comme tels, mais les délégués de l'espèce tout entière. Donc on avait cette
cette victoire de Merckx qui s'inscrivait dans quelque chose, dans la société, voilà, exactement. Et cette victoire dans l'histoire du vélo et dans l'histoire du Tour de France, elle est aussi toute particulière parce que c'est le premier Tour de France d'Eddy Merckx. C'est sa première victoire et c'est celui où il domine le plus. Plus jamais. C'est là où on l'appelle le cannibale. Exactement. C'est la naissance du merxisme, c'est la naissance du cannibale. Le surnom, le surnom de cannibale lui est donné à la fin du Tour. Le merxisme, en plus, tu commences à en parler, c'est un espèce de moment politique où voilà, ça ne va que dans un seul sens. Ouais, c'est vrai. Celui d'Eddy Merckx. Et Eddy Merckx veut tout gagner. Et d'ailleurs, il gagne tout sur ce Tour 69, 6 étapes. Il gagne le Tour. Il a 18 minutes, quasiment 18 minutes d'avance sur son dauphin, 22 minutes sur le troisième. C'est des écarts dans ces 5 Tours de France, il ne refera jamais. Il gagne tous les classements quasiment. Le classement par points, le maillot à poids, incroyable. Le super combatif. Il lui manque seulement le classement des sprints intermédiaires. Et s'il y avait eu, donc il n'y avait pas à l'époque de. Pas le maillot à poids. Oui, c'est le classement de la montagne, pardon. C'est le classement de la montagne qui est le combiné avec le classement par points. Il y a 3 maillots distinctifs. Et il n'y avait pas encore de maillot de meilleur jeune à l'époque, mais s'il y en avait eu un, il l'aurait eu. Donc vraiment, Eddy Merckx en 69, il est partout. Et il gagne même le classement par équipe avec son équipe Faema. Et c'est pas un tour où il y a des clowns. Roger Pinjon, Félix Gimondi. On voit le podium dans mon dos, effectivement. Alors c'est pas le podium puisque c'est Poulidor qui termine sur le podium. Mais il y a bien Roger Pinjon. Roger Pinjon, exactement. Roger Pinjon fait bien deuxième. Yann Janssen est là aussi. Les 4 derniers vainqueurs sont là. Poulidor est là aussi. Donc Merckx fait une année incroyable. Il gagne San Remo, il gagne le Paris-Nice, il gagne Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, 3 monuments rien qu'au printemps. Et il y a cette histoire sur le Giro qui joue beaucoup sur ce qui va arriver sur le Tour de France. C'est de là que tout part en fait. Exactement. Où il a le maillot rose et on lui annonce qu'il est contrôlé positif. Il est exclu du Tour d'Italie. Exactement. Il est détruit, Eddy Merckx. Il jure n'avoir rien pris. D'autres se sont fait prendre au même produit et n'ont rien eu. Il pense que c'est un coup monté. La contre-expertise se fait sans lui. Les Italiens à l'époque faisaient un peu la loi sur le Giro. Les organisateurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et voilà, il se battait face à Gimondi de la Salvarini. Rudy Altig, le coéquipier de Gimondi à la Salvarini, lui avait proposé quelques jours avant de lui acheter le Giro. Merckx avait refusé. 2 jours après, il se fait exclure. Et donc il arrive sur ce Tour de France très très revanchard. Ouais, c'est marrant parce que Rudy Altig, justement, qui est dans cette histoire, qui lui aurait proposé une mallette d'argent, c'est ce que Merckx dit, en tout cas il n'a pas peur de le dire. C'est Rudy Altig qui lui a pris le maillot jaune sur le prologue du départ de ce Tour de France en 1969. Mais ce qui est marrant dans cette histoire de dopage sur le Giro, c'est que la veille de l'étape, il va à la messe à Parme et laisse un peu du coup lui et son staff, et il laisse un peu du coup pas sans surveillance mais du coup tout son équipement sans surveillance. Et Parme, c'est la ville de Felice Gimondi, et on sait que là-bas les tifosi, surtout à l'époque, l'organisation de la course, même encore un peu aujourd'hui et plus tard on l'aura vu avec Fignon et Moser, c'est quand même tout pour les corps italiens, quitte à ne pas se cacher, à essayer de faire perdre les adversaires. Alors après il y a ça, il y a peut-être cet aspect complot, mais il faut pas aussi oublier que Eddy Merckx, comment ça s'appelle, c'est des anabolisants. Il a été quand même aussi contrôlé positif en 73 et en 77 pour la même chose. Donc voilà, il y a aussi complot. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il a raison? En tout cas, ça lui a donné une rage de vaincre. Et c'est de là de tout part. C'est que ça lui a donné une rage de vaincre immense pour performer sur ce Tour de France 1969 et pour ne rien laisser à ses adversaires. À l'époque, Jacques Godet, je disais dans un interview, il l'appelait, je trouvais ça bien écrit, méga vélomane. Mix entre vélo et mégalomane. C'est trouvé bien écrit. Il ne laissait rien à personne. Il avait une rage immense qui, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, on se plaint quand Sky ou Ineos fait mainmise sur le Tour de France. Je pense que cette époque-là, pour les adversaires de Merckx, et on le sait, il n'était pas forcément très aimé en France, surtout plus tard, avec les avènements notamment de Bernard Thévenet et de Poulidor, à qui il a fait face toute sa carrière. Il ne laissait rien à personne, il était monstrueux, et ça a commencé là, sur cette date, sur le Tour de France 1969. Et comme tu dis, il avait une rage de vaincre incroyable, ce qui fait qu'il part très très fort. C'est ça, et dès le chrono du deuxième jour, à Woluwe-Saint-Pierre, je ne sais pas si je le prononce parfaitement, il prend le maillot, c'est chez lui, voilà, c'est là où ses parents tiennent une épicerie. Donc premier maillot jaune sur ces terres en Belgique, le hasard fait que le Tour passe en Belgique dès le deuxième jour, et il se donne lui-même le lendemain pour aller chercher les échappés qui tentent de partir. Il ne veut rien laisser. C'est pour ça qu'on parle de cannibale. C'est parce que lui, au départ du Tour de France, il veut gagner le plus d'étapes possible, mettre tout le monde le plus loin possible. Il n'est pas question de juste gagner le Tour de France. Et on le comprend en fait quelques jours plus tard sur la 6e étape, entre Mulhouse et le Ballon d'Alsace. 133 km, c'est court, surtout pour l'époque. Et là, Merckx part à 45 km de l'arrivée.
et il met un carnage dans le peloton. Ses premiers poursuivants, Pinjon, Janssen, Gimondi, Poulidor, sont à 4 minutes 21. Antoine Blondin dans l'équipe, il parle du bilan d'Alsace et le bilan est très très lourd. Quelques jours plus tard à Chamonix, Pinjon s'impose et il tient tête à Merckx. On se dit qu'il y a peut-être un concurrent. L'équipe, Jacques Godet dans l'équipe dit même Merckx s'est enfin trouvé un rival. Ce sera finalement le rival d'un jour. Derrière, Merckx grappille sur le chrono. Il regagne une nouvelle étape. Vers Digne-les-Bains, il enfonce le clou. Il se dit qu'il faut faire la course la plus dure possible pour pas laisser de répit à ses adversaires. C'est sa philosophie. C'est là qu'on voit le merckxisme en train de naître, parce que jusqu'à maintenant, il n'a été pas forcément dans cette idée-là. Mais là, il veut faire le plus possible mal à tout le monde et les adversaires commencent à être un peu désabusés. On a... qui c'est qui dit ça Gilbert Bellone, un Français, qui dit « Nous partons battus tous les jours. Tout ça, c'est la faute à Merckx. Ce gars-là, il faut l'handicaper. Lui coller, par exemple, une charge de 25 kilos sous la selle. » Et Raymond Poulidor, qui est un des adversaires de Merckx sur ce Tour de France, dit « J'ai parfois l'impression de reculer devant une pendule qui avance. » Et celui qui résume le mieux tout ça, c'est Roger Pinjon, qui a gagné, je crois que c'est 67, et qui finira deuxième de ce Tour 69 sous le maillot Peugeot, qui connaît bien Eddy Merckx, qui l'a eu comme équipier chez Peugeot, et qui dit « Quand on fait deuxième derrière Eddy Merckx, on doit maintenant considérer cela comme un exploit. » Il y a Xernaes dans le chat qui nous dit que Poulidor, ça date d'avant Merckx. Alors Poulidor a commencé avant Merckx, le gros de sa carrière a été avant Merckx avec son duel avec Mais mais la fin de sa carrière, voilà, c'est l'avènement de il fait encore Merckx. podium en 74. Voilà. Hein, Et en plus, il a 3-4 années en cohabitation il a eu sur les Anquetil routes dans sa avec première- Merckx. Même plus. Hein. Dans sa première partie de carrière et Merckx dans sa deuxième partie. Il a tout eu, voilà. Poulidor a tout eu. Ouais, il a tout eu. On va parler maintenant, ouvrez grand vos oreilles, parce qu'on va parler d'un des exploits les plus hallucinants de l'histoire du cyclisme. C'est cette étape sur ce Tour de France 69 qui arrive à Mourinx avec un exploit d'Eddy Merckx. C'est ça, en fait, Merckx, il a déjà plus de 10 minutes d'avance au classement général. Il n'a plus besoin de gagner des étapes. Mais il met un point d'honneur à encore une fois mettre tout le monde dans le rouge. D'ailleurs, il y aura une petite brouille avec un de ses coéquipiers qui était en tête, en échappée sur ce Tour de France, qui avait prévu de ne pas re-signer chez Faema, l'équipe de Merckx. Et Merckx, comme par hasard, part. Il prévoyait de signer à la Molteni. Une équipe rivale, voilà, où Merckx finira par aller. Où Merckx finira par aller, ça on oublie un peu. Il va pour gagner l'étape et il sacrifie son coéquipier. Il l'attaque dans le Tourmalet en fait. Alors que lui a l'objectif, Van den Bosch, de passer en tête au Tourmalet et de s'échapper. Et il reste 140 km quand Eddy Merckx part. Il y a déjà eu Peyresourde et Laspin dans cette étape-là. Il attaque au moment de la bascule au sommet du Tourmalet et il reste l'Aubisque. Et il reste de la plaine, hein, parce que 140 bornes... il y a le Soulor entre les deux. Voilà, ouais. et l'Aubisque par le Soulor. Et c'est là que Eddy Merckx a écrit la première page de sa légende vraiment sur le Tour de France. Parce qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Finalement, il met tout le monde à plus de 7 minutes 40 à l'arrivée. Pinjon, Poulidor. J'espère que maintenant j'en ai fait assez pour que vous me considérez comme un vainqueur valable, il dit à l'arrivée. Donc c'est vraiment incroyable. Ensuite, il y a le chrono final à la Cipale qui remporte également. Il a peur de la chute, d'un accident. Il se fait une petite frayeur après le départ à 300 mètres de l'arrivée. Il prend une barrière, mais ça ne l'empêche pas de gagner le chrono. Et voilà, la naissance du cannibale, c'est là. Et on a cette photo magnifique sur la pelouse de la Cipale avec Jacques Anquetil, qui évidemment ne court pas le Tour de France cette année. Ils sont mignons tous les deux. Voilà, mais pour les besoins de la photo, a remis son maillot, a remis un cuissard et des gants et va prendre la pause avec Eddy Merckx. On voit J'ai envie d'écrire en bas pique-nique à Longchamp. C'est exactement ça. Et voilà, donc Eddy Merckx décroche ce premier maillot jaune, qui sera que le premier d'une longue domination. En 69, tout le monde aime beaucoup Merckx, parce qu'il a fait le spectacle. Après, ce sera différent. Et oui, effectivement, justement, ce sera différent. Pourquoi ? Parce que Merckx, sur ce Tour 69, domine largement. Il ne va plus jamais dominer, en tout cas à ce point-là. Non, plus jamais. Il va avoir un accident au mois de septembre en 69, quelques mois après son Tour de France, à l'entraînement. Il fait du derrière-dernier. Voilà, le scooter part, son coéquipier se le prend, lui, il termine dans un fossé, le bassin est touché. Et il dira qu'il n'a plus jamais retrouvé son coup de pédale en montagne après ça, ce qui ne l'empêchera pas de gagner 4 Tours de France et énormément d'autres courses. Donc on n'imagine pas ce que ça aurait été si jamais il n'avait pas eu cet accident et qu'il était resté aussi fort. Mais tout se joue dans la tête et dans l'orgueil. J'ai l'impression, l'orgueil en 71, quand Ocaña est devant lui, je crois qu'il a au moins 8 minutes d'avance. Et qu'Ocaña chute dans le col de Manté, il abandonne. Eddy Merckx refuse de porter le maillot le soir même sur le podium et le lendemain, mais qui dit quand même en interview ouais, Ocaña, bon, il était un peu blessé, mais je pense qu'il avait quand même du souci à se faire. Moi, je sentais que même si j'ai eu des difficultés, j'en avais encore sous la pédale. On sent que ça l'a touché qu'Ocaña abandonne ce tour, un tour qu'il a un peu gagné par défaut, et je trouve que ça résume assez bien il aurait voulu qu'il reste jusqu'à Paris. Comme sur Liège-Bastogne-Liège, genre je sais plus en quelle année, quand il est échappé avec son coéquipier, ils sont tous les deux seuls au monde et qu'il arrive sur le vélodrome.
et qu'il le règle, alors qu'il aurait pu laisser gagner son coéquipier, lui qui avait déjà un palmarès exceptionnel. Je ne sais plus en quelle année c'est. C'était intéressant cette anecdote, et il règle son coéquipier. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont très belles chez Eddy Merckx, et là on en a abordé qu'une seule, peut-être la plus belle, mais qu'une seule, une immense carrière. On est mis, les gars, bravo, effectivement, le compte de la First Team qui nous dit bravo. Effectivement, on est 1000, et ça va être 1000 personnes, les gars, qui vont regarder le quiz. Donc j'espère que vous êtes chauds. Oui, on va faire ça rapidement. Juste, dis-nous de quoi demain on va parler ? On va parler de Roger Valkowiak, vainqueur du Tour 56. Eh ben voilà, ça va être très intéressant parce que je ne connais pas parfaitement cette histoire. Donc dernière partie de l'émission, c'est annoncer le quiz. C'est parti. Le quiz du coup qui commence avec des qui est. On met des photos dans le retour avec les visages cachés. Robin, Polo, le premier qui trouve a gagné le premier point. On peut y aller Ben, on peut y aller Antoine. C'est parti. Fignon. C'est écrit Luis Ocaña quand même. Voilà, bravo. Le gros fail pour commencer ce quiz. Désolé, je te compte un point, Robin. Que Polo, t'as pas réussi à lire. Un énorme souci. Deuxième qui est, on peut y aller. Voilà, donc Luis Ocaña qui était évidemment en jaune, l'Espagnol qui était. Voilà. Deuxième qui est. Beloki ? Non. Comment il s'appelle ? Botero. Botero, bravo Polo. Là, il voulait pas sortir, Sandy. Santiago Botero. Troisième et dernier qui est, on peut y aller. Ça fait un partout. Sagan ? Non. Bodnar. Bravo, vainqueur du contre-la-montre. À Marseille, ouais. Non, ça c'était peut-être C'était pas à Espelette. Non, c'est à Pau, ça, l'année d'avant, quand il se fait manger par le peloton, il me semble, à 1 km de l'arrivée. Oui. Mais il a gagné le contre-la-montre à Marseille en 2017. Bien vu, les gars. Donc ça fait 2-1. Ça fait 2-1 pour Robin. Vous savez quoi ? On va faire un dernier qui suis-je. Voilà, on n'en fait qu'un. Il vaut 2 points. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, yes. Je suis un homme qui a des repères de dates similaires avec l'équipe de France de football. 98, début de ma carrière professionnelle. Je vous donne des indices sur son âge à peu près. Je finis notamment 12e de Paris-Nice pour ma première année pro. 2000, année de la confirmation, et donc de l'Euro 2000 remporté par l'équipe de France. 3e place de Paris-Nice à 44 secondes d'Andreas Klöden. Sacré Klöden. Je participe au Tour de France. J'y remporte un maillot distinctif, le maillot blanc, et je termine 2001. Wegman. en 2000. C'est pas Wegman. Et je termine 9e du classement général. Malheureusement, je n'ai jamais arraché de podium sur le Tour, mais j'ai tout de même terminé 4e en 2005. Menchov ? Non, pas Menchov. En 2006, j'ai 30 ans. En théorie, j'ai quelques années encore devant moi, mais je suis pris dans l'affaire Puerto. Mancebo ? Paco Mancebo, bravo. Derniers indices, je suis espagnol, je cours encore aujourd'hui et j'ai un port de tête particulier. Voilà, Paco Mancebo, maillot blanc, oui. qui nous a toujours régalé. Voilà, Mancebo, voilà, Anna, voilà. J'ai pas regardé le chat, je sais pas. C'est un acte Tedac, je pense qu'il l'avait avec le décalage un peu qu'il y a moyen. Il l'avait à peu près en même temps que Robin, donc bravo. Donc voilà, bravo. On termine cette première quotidienne sur laquelle je me suis régalé avec Polo. Tu vas annoncer un vainqueur. Oui, d'accord. Voilà, un fameux vainqueur du jeu concours. Alors, je rappelle, ce qu'elle avait gagné, c'était 5 albums Panini avec des cartes à gagner. On a choisi 5 vainqueurs qui ont joué sur Twitter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur Twitter, allez-y parce qu'on va mettre plusieurs jeux concours pendant ce Tour de France. Ça va être sympa. Et parce que c'est bien de nous suivre sur Twitter. Ouais, et déjà, parce qu'on a plein de super infos et que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et les liens et où nous suivre partout. Et surtout, on va mettre quelques jeux concours. Il y aura des t-shirts à gagner, toujours des albums Panini. On a encore quelques jeux concours à gagner, 2-3. Ça va être sympa. Donc, les gagnants de ce premier jeu concours, il y a El Bacchus, donc le @elbacchus31, Tristan Boudra, Dogiaf, Aurélien Cadet et Aline Tal. Donc ces gens-là, on va les contacter sur Twitter et on vous enverra cette semaine. Voilà, avec la poste, on ne sait pas trop quand ça arrive, mais sachez que ça partira en début de semaine. On va vous envoyer votre petit album Panini avec les cartes et machin. Et vous allez voir, c'est très très cool, surtout avec ce début de Tour de France. C'est la communauté des rouleurs, voilà, qui ont fait plaisir, mais ça nous fait surtout plaisir à nous. Ben, est-ce que tu peux me dire si on a le top 3 de la Fantasy League ?
On l'a, magnifique, voilà, Bravo. que par les gestes, voilà. J'arrive, top en 3 de la fait. Fantasy League. Vous emballez pas trop, j'arrive. Hein. Rouli qui voilà avec 719 points est dominé par Nibali Bialé devant Vané Toufri. Voilà, Alors, et devant la Cyclix. Nibali Biané, 27, il a mis quoi comme équipe? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y avait Tennyson? On va, on Non, va- je vais on va voir, regarder ça. En tout cas, c'est un très gros score. Bravo. Donc voilà, terminé pour cette première quotidienne et C'était très cool. Vous étiez c'était plein, la première. Mais évidemment, Polo, on se retrouve demain. On se retrouve demain, bah évidemment, même heure, avec un programme tout aussi riche que celui d'aujourd'hui. On va se regarder contre la montre par équipe tranquillement cet après-midi. Une belle séquence rétro comme celle d'aujourd'hui. Ouais, ça va être cool. Hein. Habituez-vous, puisque maintenant, ça va être comme ça pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, exactement. On se plaisir. retrouvera toujours sur le stream. Bon après-midi, mon Robin. Bah ouais, merci toi Je aussi. dis pas bonne Hein. semaine, je dis bon après-midi. Ah ouais, Bah on oui. se retrouve vite. Ouais, logique. Bon allez, bah du coup, à demain, 11h sur le stream. Ciao. Salut les gars. Salut.